Mais coucou. Bienvenue chez nous. On profite d'un temps maussade pour vous montrer l'intérieur du véhicule et l'extérieur comme on vous l'avait promis. Nous nous trouvons toujours sur la Blue Ridge Parkway à côté du lac Price dans un campground. Ça, c'est la configuration quand on roule. On commence par quoi? Les toilettes. Allez, on y va. Salle de bain traditionnelle, rien de particulier. Un tub de douche avec un rideau, pas de paroi. Ce qui est pratique, comme ça on n'a pas besoin de laver la paroi. Évier en inox, WC chimique. La particularité des WC, c'est que la cuvette n'est pas en plastique mais en porcelaine. 2 armoires, une en bas, une armoire à pharmacie en haut. Donc l'armoire du bas, on l'a réservée pour les produits de nettoyage, et pharmacie et recharge de papier et compagnie. L'armoire du haut pour les produits de beauté entre guillemets. Ça se balade un petit peu, mais avec le système des barres, ça tombe pas au moins. Ça c'est pratique. Les toilettes, donc toilettes chimiques, la particularité, c'est pas la même chose qu'en Europe, où il n'y a pas un petit bouton. La pédale est en bas des WC. Et quand on tire l'eau, le clapet s'ouvre automatiquement. Donc c'est pas la fameuse tirette dessous. Ce qu'il y a de bien avec ça aussi, c'est que ça nous permet de voir directement ce qu'il y a dans la cuve. Enfin, pour ce qu'il y a. Parce que tout le monde sait ce qu'il y a. Mais plutôt, quel est le niveau de remplissage. Mais afin de contrôler celui-ci, on vous montrera tout à l'heure comment est-ce que l'on peut faire. Le puits de jour est très efficace, comme vous pouvez le voir. Et il y a un système de ventilation où on peut ouvrir la fan et faire tourner le petit ventilateur. Bon, ça fait du bruit, mais c'est très efficace. Le lit fait 54 sur 80 en pouces. Ils appellent ça un queen. Il y a juste une petite tranche qui est coupée là pour permettre d'ouvrir et de fermer la porte des toilettes. Comme vous avez pu le voir et comme vous l'avez vu, on a mis nos frolies dessous. On a rajouté dessus une mousse à mémoire qu'on a dû découper parce que bien entendu elle était bien rectangulaire dans les dimensions. Le seul inconvénient avec ce lit, c'est que quand il faut le faire ou quand on veut arranger pour que ce soit bien mis comme il faut, il n'y a que cette partie-là qui est disponible pour mettre les draps et ranger la couverture. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, ma foi, on vit en camping-car, c'est pas tout le temps, on n'est pas tout le temps obligé d'avoir quelque chose de bien carré comme au service militaire. Alors visuellement, c'est pas énorme comme grandeur, mais pour nous ça nous convient. On arrive à se tourner ou voilà, donc pas de souci. Je trouve qu'il est relativement assez grand. Les armoires en haut pour nos habits principalement, elles sont toutes d'une seule longueur, sans séparation à l'intérieur. Donc on utilise des paniers pour mettre les petites choses, les petites pièces, et on empile les pulls et les pantalons comme à la maison. Alors, quand Carole dit les petites pièces, ben pour moi, elle est sympa. Hein. Également une fan juste en dessus du lit qui s'ouvre, qui est protégée par un cache et que nous pouvons activer avec différentes vitesses pour le ventilateur. Lorsqu'il fait vraiment très chaud et que nous ne mettons pas en route la climatisation, on utilise les petits ventilateurs qu'on peut brancher avec une prise USB qu'il y a juste derrière moi et une prise allume-cigare dans cette armoire-là. Tous les vitrages sont teintés, on ne nous voit pas à l'intérieur que lorsque l'on allume. Donc là, présentement, on nous voit.
Il y a des moustiquaires sur toutes les vitres. Les vitres sont coulissantes. Les moustiquaires sont faciles à enlever pour les nettoyer. Suivant les spots où nous sommes, c'est très agréable au lever du jour d'ouvrir le store parce qu'il y a effectivement des stores partout. De voir la nature depuis son lit, c'est très agréable. Il y a un système de chauffage, bien entendu. La télécommande est ici. On peut régler la température. L'allumage se fait en haut par ce petit bidule bleu. L'air chaud sort juste à ce niveau-là. Ce qui est bien pratique, c'est une petite penderie. Oh. Chaussures, chapeau, sac à dos, ils trouvent leur place. Et un tiroir pour les sacs et différentes petites choses. Nos sacs à dos pour le travail contenant nos ordinateurs, on les garde sous la main. Alors effectivement, on les garde sous la main, car ceci est bien plus pratique lorsqu'il faut aller chercher du Wi-Fi dans un magasin ou un autre établissement. Notamment pour pouvoir partager et télécharger les vidéos. Avec la Starlink, des fois c'est difficile. Par exemple, là où nous sommes, nous aurions beau la brancher, eh ben, elle ne capterait pas beaucoup de satellites à cause des arbres et des nuages. Un réfrigérateur bien assez grand pour nous deux. Il fonctionne soit au gaz, soit à l'électricité, mais pas avec l'inverter. Un congélateur, bien trop grand pour nous deux. Ouh. Voilà. Là, on a le moyen de mettre en automatique ou directement sur le gaz. Un micro-ondes. Comme on l'a dit dans une dernière vidéo, ça nous a servi 2 fois. Une fois pour réchauffer une pizza. Bon, c'est bien pratique, mais voilà, on l'utilise aussi pour entreposer ou stocker des choses sèches. Cuisinière à gaz, 3 feux, normal, rien de spécial. Quand on l'allume, pour pas oublier ça, j'aime bien. Ça, c'est pratique, ça. Quand on met le gaz, on met sur la position 1, ça s'allume, on choisit le feu qu'on veut allumer. Il y a aussi un four, la même chose, mais contre en bas. Là non plus, on n'a jamais utilisé. On va peut-être utiliser une fois pour voir si ça fonctionne. Une lumière de plus. Et le même système de ventilation qu'il y a aux toilettes, c'est-à-dire qu'il y a une fan juste là en dessus où on peut mettre en route le ventilateur quand on cuisine. C'est bien pratique parce qu'il n'y a pas de hotte de ventilation. Il y a une plaque dessous, mais il n'y a pas de hotte de ventilation. La fenêtre, on peut l'ouvrir bien entendu. Un évier bien pratique, petit mais pratique, avec un robinet, la douchette en inox et pas en plastique, les différents tiroirs, une autre armoire pour nos victuailles, toujours avec le système des petites barres parce que des fois on a la machine à café, enfin la machine à café, notre cafetière italienne qui s'échappe. Elle a encore une autre armoire. Pour la préparation des mets ou si on a besoin de couper quelque chose ou quoi que ce soit, on a une petite planche d'appoint. On peut aussi utiliser cette petite planche qu'on met sur l'évier au cas où pour couper. Quand on s'en va. Trois armoires, on a gardé la même disposition de notre ancien camping-car européen, comme ça on sait où sont les choses. Réserve de draps et la vaisselle. Donc pas grand chose, mais ça suffit. Bon, c'est vrai que c'est un peu haut hein, comme rangement, on aurait pu mettre des étagères supplémentaires.
Mais pour l'instant, ça nous va très bien. Peut-être qu'à la longue, peut-être qu'on modifiera, je ne sais pas. La dinette. Alors, il y a un très grand tiroir ici qu'on utilise pour tout ce qui est outils, caisse à outils. La dinette, la table descend, ça peut faire un couchage. On vous fait la démonstration, ce que ça donne quand on dispose la dinette en lit pour une personne, plutôt pour un enfant. La capucine, nous ne l'utilisons pas pour dormir, comme vous pouvez le constater, mais plutôt pour se reposer, lire, ou pendant qu'il y en a un qui travaille à la table, l'autre peut venir ici pour bouquiner. Mais il y a quelques manipulations qu'il faut faire pour que ce soit utilisable. Il y a une télé avec un satellite sur le toit, avec plusieurs chaînes mais qu'on n'utilise pas en fait, parce que voilà quoi. Un autre rangement avec les prises où on a entreposé une imprimante, parce que c'est toujours utile d'avoir une imprimante, petite imprimante, le papier, quelques livres, et les prises sont au fond, ainsi que la prise pour la télé. On vous fait la démonstration. Et là, comme vous pouvez le voir, facile pour 2 personnes, sécurité pour enfants, l'échelle, une fenêtre qui s'ouvre derrière, on peut mettre le rideau pour avoir un peu d'intimité, et pour la fan, on ouvre. C'est l'avion qui décolle. Pendant que j'y suis pour la télévision, on peut bien entendu la bouger. Et la tourner. Et puis pour la nuit, il y a encore une petite chose à faire. C'est de fermer la partie conduite. À l'aide du rideau. Et voilà, vite fait, en 2 coups de cuillère à peau. Et puis la nuit, bah pour dormir, tu peux aussi baisser les rideaux. Alors comme vous pouvez le voir, ceux-ci ne sont pas autant occultants que ce que nous avions précédemment. Alors là, ça ne pose aucun problème parce que la nuit, il fait nuit. Mais bon, à 6h30 quand le soleil se lève, ben, ça t'oblige à te lever. Ou pas. Je suppose que l'année dernière, on aurait quand même eu quelques soucis avec le soleil de minuit. Une climatisation, 4 positions, ventilation 2 positions, et climatisation 2 positions également. On l'utilise pratiquement pas, sauf quand vraiment il fait très chaud et qu'on est branché à l'électricité, soit dans un camping. On va peut-être commencer par le début, même si on n'y est pas. C'est un Thor Motor Coach 4Winds 22E pour être précis. Celui-ci est de 2021. C'est un porteur Ford E350, un moteur de 7,3 litres. Un véritable camion. Je peux vous dire que conduire ça, c'est autre chose que notre Mercedes Sprinter de l'époque. Parce que quand on parle de camion, effectivement, ça l'est. Il a une puissance de 350 chevaux et un torque de 468 livres. C'est phénoménal. Ça se remarque tout de suite dans les montées et dans les descentes.
depuis que nous sommes soit dans les Great Smoky Mountains ou ici sur la Blue Ridge Parkway, faut vous dire que ça monte et ça descend. Et lorsque ça monte, ça grimpe. Et même avec le poids, à vide, il fait 12 000 livres et plein jusqu'à 18 000. Alors autant vous dire que on pense qu'on doit situer entre les deux. Ça fait quand même quelques tonnes à déplacer. Et il est quand même étonnant que des conducteurs comme nous puissions conduire de tels véhicules sans avoir eu une formation spécifique. Donc, tu apprends sur le tas, dans les montées et dans les descentes. Parce que dans les descentes aussi, c'est quelque chose. Il faut pouvoir retenir ce poids. Et finalement, tu vois que c'est un camion. Parce que le frein moteur est magnifique. Non, je dis bien c'est magnifique, mais c'était quand même c'était tout de même une appréhension avant d'embarquer avec ce genre de véhicule. C'est en faisant les montées et les descentes, parce qu'avant avec le Sprinter, même si tu mettais la position manuelle, ben hop, au bout d'un moment le moteur s'emballait et il prenait de la vitesse et tu étais obligé d'utiliser les freins. Alors que là, l'autre jour nous avons pris une descente où la vitesse était limitée pour les camions, les bus et les motorhomes à 15 miles à l'heure, alors que celle-ci était de 35 pour les autres véhicules. Nous avons donc positionné la vitesse sur 2, voire 1, et lorsque tu es en première vitesse, ça ne passait pas au-dessus des 10 miles à l'heure, sans utiliser les freins. Et ça, je trouve assez génial. Et puis, ce gros bébé, vous avez posé la question, mais combien consomme-t-il? Eh ben, nous en sommes à 11 miles par gallon, en montant et en descendant dans la montagne. Je veux dire, mais ça correspond à quoi 11 miles par gallon? Ça correspond à environ 21 litres au 100. Oui, c'est beaucoup, mais c'est une grosse machine. Et puis, comme on a pu vous le dire lors de notre choix de partir finalement sur un moteur essence et non sur un moteur diesel, c'est parce que l'essence ici est bon marché, entre 75 et 80 centimes le litre. Et quant à la hauteur, celle-ci est de 11 pieds 6 pouces. En fait, elle est effectivement de 11 pieds, mais on a rajouté 6 pouces de marge. Et la largeur est de 10 pieds 3 pouces. L'autre jour, nous voulions aller faire un petit trek au Chimney Rock. On n'a pas pu. 1, c'était maximum 5 tonnes. 2, et la largeur maximale de 10 pieds. On n'a pas pu passer. Pour se souvenir de tout ça, on a fait quelques inscriptions. Et puis, ben voilà, on a parlé de la consommation. Ben, il faut remplir le réservoir. Celui-ci fait 208 litres. Autant vous dire que quand tu vas à la pompe, ça prend un certain temps. Ou un temps certain. Il y a 2 systèmes de sécurité. Le premier, pour la fumée. Et le deuxième, pour le gaz. Et puis celui du gaz, autant vous dire que personnellement, je trouve qu'il est très mal positionné. Parce que moi, bien souvent, avec mon gros panard, je tape sur le petit bouton et ça se met à sonner. Et quand ça sonne, aïe aïe aïe, ça fait mal aux oreilles. On pense au tableau de commande. C'est là que tout se passe. Le tableau de commande. Alors, ils sont à peu près similaires dans beaucoup de camping-cars américains. Et sur celui-ci, tu trouves tout. Notamment, pour faire fonctionner le générateur, on y viendra, que tu peux enclencher depuis l'intérieur. Tu peux contrôler ton niveau de propane, que l'on verra aussi tout à l'heure. Tes batteries, mais ça on peut le voir aussi ailleurs. Les eaux fraîches. Alors celles-ci ont une capacité de 50 gallons, ce qui correspond à 190 litres, soit près du double de ce que nous avions avec notre Imer. Les eaux noires. Alors là, c'est un peu plus grand comme volume que la cassette à caca Tedford que nous avions avant. 24 gallons, ce qui correspond à 90 litres. Tu peux en chier, non? J'étais sûre que t'allais dire un truc pareil.
Et les eaux grises, eh ben celle-ci, enfin, la capacité du réservoir des eaux grises est aussi en relation avec la capacité d'eau fraîche et des eaux noires. Nous en sommes à 140 litres. Ce qui permet d'avoir tout de même une certaine autonomie bien plus longue qu'avec les modèles européens. Sauf bien sûr si tu passes aux toilettes sèches. Alors pour que tu puisses utiliser l'eau, tu dois brancher ta pompe. Et les deux derniers boutons restants sont pour chauffer l'eau. Un avec le propane, l'autre avec l'électricité. Mais seulement lorsque tu es branché au 110. Enfin, tout comme le frigo, cela ne fonctionne pas avec l'inverter, donc les panneaux solaires. Oui, j'ai pris un ticket tribune, c'est pour ça que je suis assis. Encore quelques commandes et tableaux qui se trouvent là, à ma droite. Avec de bas en haut, les interrupteurs pour faire fonctionner le rouveau et les lumières qui vont avec, car il y a des lumières à l'extérieur, une sous le rouveau et l'autre sous la porte d'entrée. Il y a également les interrupteurs pour allumer à l'intérieur, soit le plafonnier et les lumières de sol. Il y a encore l'interrupteur principal qui coupe tout. C'est notamment ce que nous devons faire lorsque nous allons faire le plein de propane. Et puis le bouton tout en bas, c'est celui de l'inverter. Rappelez, les problèmes de panneaux solaires, d'inverter, de câbles, c'est là que ça se passe. Puis nous voyons également les deux panneaux qui concernent les panneaux solaires. Pourquoi les deux? Bah oui, il y a l'ancien, le PWM que devait récupérer le vendeur du véhicule. Tant pis, il restera là à demeure. Et le MPPT qui lui, sur son tableau, indique plein de choses. Comprends pas tout. Si ce n'est que malgré que le temps soit pluvieux et nuageux, les panneaux solaires produisent tout de même 117 watts, si je comprends bien. Que les batteries sont à 13,4 volts, mais le voltage sur les panneaux solaires, moi je ne comprends pas. Et comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un spécialiste et je ne comprends pas tout. Puis des fois, on n'a pas forcément envie de tout comprendre ou de tout chercher. Donc de nouveau, si vous avez des explications, ce serait sympa. Merci beaucoup. Il est maintenant temps de faire le tour de l'extérieur. Si le ciel le veut. Le propane. Le propane, une bonbonne de 40 livres ou 18 kg. Cela fait 8 jours que nous avons fait le plein et nous avons consommé la moitié. Alors que nous n'avons fait que du boondocking depuis le départ, où on n'a jamais été branché à l'électricité. Cela sous-entend donc que l'on tient 2 semaines avec le plein de gaz. Lorsque tu vas, non pas à la station-service, parce qu'ici ce sont des vendeurs spécialisés, c'est eux qui te remplissent la bonbonne. La ventilation du réfrigérateur, ouais, il a une certaine dimension. Il y a aussi une ventilation sur le toit. 2 prises 110 volts à l'extérieur. La soute, je dis bien la soute, car il n'y en a qu'une seule. Attention, 1, 2, 3. On a installé à peu près tout ce qui était pour l'extérieur, pour les vidanges, pour remplir l'eau, les chaises, le barbecue, les bâtons, les grosses chaussures de marche, le sac avec nos habits d'hiver, les plots, ceux-là là, les plots pour faire les niveaux,
les plots pour faire les niveaux, parce que là on n'est pas à niveau du tout. Et puis on en a acheté 20 de ces petits Lego, donc 2 blocs de 10. Ben là ça a tout juste suffi, on a dû tricher un petit peu. Le toit, je vous montre le toit. T'es sûr? Ça glisse. Ça glisse, fais gaffe, pas dessus alors. Nous voyons donc le toit avec les 3 panneaux solaires, la climatisation, l'antenne satellite, les fans, la coupole du puits de lumière de la douche. Bon, on aurait bien aimé vous en montrer un petit peu plus du toit, mais on va pas monter dessus alors que c'est tout mouillé. Nos plaques floridiennes. La partie des eaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la pompe pour faire fonctionner l'eau, mais tu peux aussi te brancher, on l'a déjà dit, sur la City Water lorsque tu es dans un camping, pour autant que ce soit fourni dans les services. Le Santi Flush ou Tongue Flush, cela dépend. C'est un système où tu branches l'eau. Lorsque tu vas faire la vidange, on vous fera la démonstration une fois, et ça te permet de... Et il y a un système à l'intérieur du réservoir d'eau noire, un tourbillon. Il y a un système avec la pression d'eau chaude qui fait tourner un tourbillon d'eau chaude. Il y a un système de tourbillon qui fonctionne, il y a un système de tourbillon qui tourne dans le réservoir d'eau noire afin de le nettoyer. C'est là où tu mets tes 208 litres d'essence. La prise pour te raccorder lorsque tu es dans un camping qui fournit l'électricité, c'est du 30 ampères. Mais tu peux aussi te brancher sur du 50 pour autant que tu aies l'adaptateur. Le système pour vidanger les 2 réservoirs d'eau noire et d'eau grise. Alors lorsque nous étions en Europe, la boîte à caca c'était la tâche de Carole. C'est moi qui conduisais tout le long. Mais maintenant c'est en béton parce qu'elle conduit aussi. Donc je dois aussi m'occuper de ça. Alors à gauche la tirette pour vidanger les eaux noires et à droite c'est des eaux grises. Tu commences toujours par les eaux noires, poursuivi par les eaux grises et ensuite le Santi Flush. Une chose primordiale, utile, essentielle. La prise pour le câble de l'antenne TV. On ressort les clés. La shower. Pour vous dire qu'on l'a pas souvent utilisé. Hein. Ouais, donc Dieu sait à l'intérieur comment c'est. Hein. Ah, ça va. La douche. Vous voyez une petite douche? Là non plus, ça ne fonctionne pas si tu n'as pas branché la pompe. Les échappements pour le chauffage et l'eau chaude. Et ici, le chauffe-eau. Nous passons maintenant à la génératrice. Ça va faire un bruit. C'est très dérangeant. La génératrice, on peut dire qu'on l'a utilisée de manière très parcimonieuse. Contrairement à beaucoup d'autres. Et les eaux fraîches, ici, 190 litres. Et puis Carole est obligée de vous dire au revoir depuis la Capucine. Je vais enlever l'échelle. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Et puis comme disent certains, likez les likes. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Ça bouge pas.
pas. Ça bouge pas. Ah si, ça vient. Ah.